On lui doit le dragon du mouvement et qui a tué Heidi. Il revient aujourd'hui avec les nouvelles aventures de son inspecteur, Andreas Auer, l'aigle de sang. Marc Woltenhauer, bonsoir. Bonsoir. Merci d'avoir accepté mon invitation. On va parler avec vous de ces troisièmes aventures de votre inspecteur, Andreas Auer. Alors, on va au cours de ce journal faire le pitch, comme on dit, sans trop dévoiler de ce livre. On veillera à ne pas dévoiler la trame aux futurs lecteurs. Et puis, on accueillera également en cours de journal Yasmina Jacinto-Caron. Elle dirige la librairie Le Baobab à Martigny. Nous parlerons avec elle du succès de vos romans et plus généralement du marché du polar à la sauce romande. Alors, Marc Woltenhauer, vous êtes aujourd'hui en mode promotion. La copie, si j'ose dire, le livre est rendu. Il est dans les librairies. 18 mois, m'avez-vous dit, entre les recherches et l'écriture. Travail de longue haleine. Comment on ressort de ces 18 mois ? Alors c'est vrai que c'est un travail qui est aussi intensif pendant cette période. Il y a d'abord une longue phase de recherche, de préparation, de travail sur le scénario. C'est probablement 6 mois de temps. Le temps de se préparer avant de se lancer réellement dans l'écriture elle-même. Et puis une année d'écriture, de recherche. Et pour moi, c'est vraiment un moment qui est génial, que j'aime beaucoup, parce que c'est le moment où on peut créer, on peut raconter cette histoire, développer le livre et travailler sur l'écriture. Donc c'est que du bonheur. Alors le travail de recherche, on peut l'imaginer dans les livres, sur place, les repérages. L'écriture, ça se passe comment ? Il y a des moments dédiés dans la journée, type tous les matins, j'écris 2 heures, 3 heures. C'est comme ça que ça se passe ? Alors cette année, j'ai eu la chance de pouvoir effectivement avoir une régularité dans l'écriture, puisque je suis parti sur l'île de Gotland avec mon compagnon pour écrire ce livre. Pour les 2 précédents, je travaillais en parallèle, donc là c'était plutôt la méthode j'écris quand je trouve du temps. Et même quand je travaillais, c'était souvent le matin, je me levais vers 5h30, 6h, et j'écrivais 1h30, 2 heures avant d'aller travailler, et c'était souvent une grande frustration parce que j'avais l'impression à ce moment-là d'être en plein dans mon histoire, il fallait que je m'interrompe, alors que là j'avais effectivement ce temps, ce luxe devant moi pour accorder toute mon énergie à l'écriture, et c'était souvent le matin, toujours me lever très tôt, un café et puis 4-5 heures d'écriture, et puis après c'est important aussi de prendre le temps de faire autre chose, d'avoir un peu de recul, de s'aérer les idées, et puis ça permet de laisser mûrir les choses. La discipline, mais pas que, s'aérer également, vous l'avez dit. Donc vous l'avez dit également, le Gotland, c'est une île au sud-est de la Suède. Pour faire ressortir les décors, les personnages, le caractère aussi des habitants de cette île, on imagine un travail de fourmi au niveau du repérage notamment. Oui, je pense que c'est un peu à l'image des 2 premiers livres qui se passaient à Grillon. Premièrement, ces 2 endroits sont des lieux que j'aime beaucoup, qui me tiennent à cœur, que je connais bien et où j'ai Vous avez une maman suédoise, on y reviendra après vos origines, une maman suédoise. Exactement, où j'ai un vrai ressenti. Et puis l'île de Gotland, j'y ai passé quasiment tous mes étés depuis ma plus tendre enfance, puisque nous y avons une maison familiale. Mais cette fois, c'était aussi très différent parce que redécouvrir l'île dans le but d'y écrire une histoire, c'était aussi plonger dans des domaines, dans des thématiques dont je connaissais certains éléments, mais là j'ai vraiment pu aller creuser à fond et puis aussi visiter plein d'endroits que je connaissais, mais avec un regard différent. C'est une petite île, Gotland. Oui, elle fait 176 km de long du nord au sud. Il y a à peu près 50 000 habitants à l'année. C'est une île qui est principalement agricole, à part l'été où le tourisme prend le dessus. Alors on va revenir après bien entendu sur le pitch du livre, on le disait, ce sera un des chapitres centraux de ce journal. Le livre il est écrit, il est dans toutes les bonnes librairies selon l'expression consacrée. Entre écrire et communiquer, où vont vos préférences ? Alors l'écriture, j'ai pas besoin de réfléchir à ça, c'est un moment que j'ai dit tout à l'heure qui est pour moi extraordinaire, ce moment de créativité, et c'est ce que je préfère bien entendu. Après, quand on a fini le livre, c'est vrai que d'entrer dans cette phase aussi où on va... Là, il faut défendre ce qu'on a écrit pour le vendre. Voilà, tout à fait. J'aime beaucoup aussi parce que c'est l'occasion de rencontrer les lecteurs et d'avoir des retours. Alors c'est vrai que même si c'est un travail
qui est assez individuel, bien que j'ai pas mal de gens qui m'entourent aussi pendant cette période d'écriture. C'est intéressant pour moi, c'est génial de pouvoir rencontrer les lecteurs, de voir aussi l'enthousiasme avec lequel ils attendent la suite des aventures, donc c'est très très motivant et je me réjouis de cette période à venir pour ça aussi. Alors c'est le 3e chapitre des aventures d'Andreas Auer, inspecteur. Le premier c'était le Dragon du Muvran, gros succès de librairie, 50 000 exemplaires vendus. À l'échelle de la Suisse romande et de la Suisse, c'est un véritable tabac, un véritable succès. Le 2e c'est Qui a tué Heidi. Et puis là le 3e, qui arrive depuis jeudi dernier, L'Aigle de sang. Qu'est-ce que ça fait, Marc Woltenhauer, quand on voit son roman en librairie? Un sentiment particulier. Pour le premier, peut-être plus fort d'ailleurs que pour le 3e. Je dirais qu'effectivement, pour le Dragon du Muvran, c'était un moment extrêmement fort pour moi. Et je me souviens de plusieurs étapes en fait, qui m'ont beaucoup marqué. La première, en fait, c'était quand j'avais terminé d'écrire le manuscrit du Dragon du Muvran. J'avais le sentiment, après 2 ans, d'arriver au bout, d'avoir terminé de raconter cette histoire. Et c'était un grand moment de satisfaction pour moi de finir ce livre. Après, le 2e moment, c'est quand je l'ai tenu entre les mains et qu'il était imprimé. Et c'est vrai que tout d'un coup, se rendre compte que c'est concret, qu'il est là, c'est génial. Et je crois que la première fois, ça je m'en souviendrai aussi, c'était à Genève dans une librairie, je rentre pour voir le livre et puis il était posé à côté de Millennium. Un gros succès, Stieg Larsson. Aussi auteur suédois. Absolument. Ouais, ouais. Là, ça fait quoi quand on voit son œuvre à côté de ce méga succès de librairie, Millennium? Alors pour moi, c'était extraordinaire, mais je pense que c'était déjà extraordinaire qu'il soit édité et de le voir en librairie. Et puis ensuite, ça a été une magnifique aventure. Alors, L'Aigle de sang, 3e tome des aventures de l'inspecteur Auer. Alors, je ne sais pas trop ce qu'on fait, j'ai pas trop l'habitude dans ce cas-là, on ne va pas dévoiler toute la trame, on en dit juste un peu pour faire saliver le lecteur. J'ai écrit cela, après vous allez compléter. Donc un inspecteur sur les traces de son passé en Suède, une affaire de meurtre, un cold case, comme on les appelle, qui le relie à son enfance. Il se lance dans une nouvelle enquête, le tout sur fond de secrets enfouis et de rites vikings. Est-ce que le pitch est bien fait ? Mais je pense, absolument, ça me convient très bien. Il y a un autre élément aussi qui est assez important. Vous avez parlé de rites vikings. L'île de Gotland est empreinte de ce passé historique lié à l'époque viking. Il y a plusieurs centaines de sites archéologiques, souvent des lieux funéraires vikings. Et il y a aussi une autre dimension que j'ai découverte et pour laquelle j'ai fait beaucoup de recherches pour ce livre, c'est toute l'histoire en lien avec la Deuxième Guerre mondiale. Et c'est parti en fait d'une image que j'avais en tête depuis très longtemps. Sur les côtes de l'île, on retrouve un certain nombre de barques en bois qui sont relativement détruites et recouvertes surtout d'herbes maintenant. Donc qui datent de cette époque. Et qui datent de cette époque. Et un jour, je me promenais enfant sur la plage, je vois un de ces bateaux, j'ai demandé à l'époque à un ami qui était de Gotland, et puis il m'a dit 2 choses qui m'ont marqué. La première, c'est qu'un bateau sur l'île de Gotland, on considère qu'il a une âme. Donc, quand le bateau a fini sa vie sur mer et puis qu'il vient s'échouer sur le rivage, on le laisse là. Ça, c'était la première chose. Et puis la deuxième, c'est qu'il m'a raconté que ces barques dataient de la Deuxième Guerre mondiale et que des gens avaient fui depuis les pays baltes dans ces barques-là pour rejoindre Gotland. Et c'est un peu comme ça qu'est parti pour moi les recherches sur ce thème. Donc la traversée, le passage, vous le dites, les réfugiés des pays baltes vers la Suède, les Vikings quand ils décèdent, et puis la traversée dans sa propre vie, c'est votre inspecteur qui est replongé dans son passé. C'est important aussi, c'est le fil rouge de ce livre. Exactement, il y a plusieurs traversées qui vont se rejoindre peut-être. Alors cette saga, elle débute en 2015, premières aventures, le Dragon du Muvran, il met en scène un tueur amateur de versets bibliques, 50 000 exemplaires vendus en Suisse, succès énorme. 2 ans plus tard, Qui a tué Heidi, même décor, le village de Grillon, dans le canton de Vaud, avec en toile de fond le Muvran. On y parle de conflits entre paysans et aussi d'un dangereux psychopathe. Question que je me pose, comment on décide un jour d'écrire des polars? Comment ça vous est venu? Pour moi, ça a été quelque chose d'assez spontané. J'avais jamais rien écrit en fait avant de commencer avec le Dragon du Muvran. Alors bien sûr, j'avais écrit
différents textes, différents travaux dans le cadre de mes études. Puis le plus ambitieux, c'était mon mémoire qui faisait en théologie. En théologie, oui, qui faisait certainement 120 pages. Mais l'écriture en tant que telle, c'est pas quelque chose qui m'avait intéressé ou qui m'a appelé. Et en fait, on est parti avec mon compagnon faire un tour du monde en 2011-2012. Et durant cette période-là, une des choses qui était extraordinaire, c'était le temps. Et ça, c'est un vrai luxe d'avoir du temps. Et j'en ai profité pour enchaîner les lectures. Étant un peu monomaniaque dans mes lectures, j'avais enchaîné plein de polars. Et au fil du temps, me rendre compte un peu comment ces livres étaient construits, comment les auteurs faisaient pour mettre des fausses pistes, mettre de la tension dans leurs histoires, etc. Et je me suis dit, à un moment donné, ça doit être sympa d'écrire des polars. Mais je n'ai pas prolongé la réflexion parce que je ne m'en sentais pas du tout capable. Et en fait, c'est au retour de ce voyage où on est resté quelques mois à Grillon. On n'avait pas de travail, pas d'appartement, donc on était un peu en attente. Et c'est le lieu qui m'a inspiré. Je me promenais dans le village et je me suis dit, mais là, c'est vraiment un décor parfait pour y créer un polar. Un petit village à huis clos, les montagnes, une atmosphère un peu dramatique, plein de lieux sympas pour cacher des cadavres. Et en fait, c'est comme ça que ça a démarré. Alors on parlera de Grillon après, on a été faire un reportage, mon collègue Hugo Cousineau s'y est rendu ce matin, juste pour poursuivre un peu la discussion sur vos lectures. Maman suédoise, on l'a dit, là tout s'éclaire quand on dit maman suédoise. Parmi les maîtres du polar, des Américains bien entendu, mais également des Suédois, j'en ai pris 3 au hasard. Jussi Adler-Olsen, auteur danois, Camilla Läckberg, très connue, et je crois qu'elle vous a pas mal influencé. Là c'est La sorcière de Camilla Läckberg. Et puis on a un plus ancien qui est décédé depuis, Henning Mankell, ça c'est le chinois. Vos inspirations, elles viennent de là. On reconnaît notamment quelques traits communs avec Camilla Läckberg, son petit village de Fjällbala, je crois, village de pêcheurs en Suède également. Tout à fait. Un des premiers auteurs de polar que j'ai lu, je dirais après avoir écumé tous les Agatha Christie, c'était Henning Mankell. Okay. Ça se passe dans la ville, c'est une petite ville qui s'appelle Ystad au sud de la Suède. Le commissaire Wallander. Le commissaire Wallander que j'adore. Et puis ensuite Camilla Läckberg. C'est vrai que cette inspiration dont je parlais tout à l'heure, que j'ai eue en voyant le village de Grillon, c'était un peu en référence à ce que j'avais lu précédemment, notamment chez Camilla Läckberg, où on est dans un petit village de pêcheurs, où il y a un côté huis clos, tout le monde connaît tout le monde, il y a des vieilles légendes, etc. Et c'est ce parallèle-là que j'ai fait en me disant, ils le font en Suède, pourquoi est-ce que je ne le ferais pas ici en Suisse à Grillon? Oui, puis la ressemblance, on le dit souvent, entre la Suède et la Suisse aussi, hein. Les paysages, on peut retrouver un peu le même type de paysage dans les deux pays. En partie. Alors c'est vrai que là, j'ai eu une transition quand je suis revenu en Suisse il y a 10 jours, qui était assez marquante parce que passer plusieurs mois sur l'île de Gotland, dont le plus haut sommet se situe à 60 mètres, et en plus ce sommet-là, c'est l'ancienne décharge. Quand on revient à Grillon, on apprécie aussi toutes ces montagnes. Alors, ces auteurs-là, pour les avoir lus et relus, ils travaillent beaucoup sur le profil des personnages, les relations entre les protagonistes. C'est très important également quand on vous lit ça. Oui, absolument. Pour moi, il y a plusieurs dimensions. Le lieu est un personnage en soi qu'on découvre non seulement au travers de sa géographie, des lieux qui sont présents dans le livre, mais aussi au travers des personnages, de la culture, de la gastronomie. Pour moi, tous ces aspects sont importants et permettent, je l'espère, d'entrer dans le livre, d'entrer dans les lieux, et peut-être pouvoir s'imaginer le décor, en faire partie. Et puis cet autre aspect que vous avez mentionné, bien un certain nombre de personnages principaux, avec qui on chemine au fur et à mesure des aventures. Et je crois que c'est aussi important, voilà, de faire vivre ces caractères. Vous parlez avec passion, en tout cas, de votre art, l'écriture. Avant de voir un reportage à Grillon, est-ce qu'on peut en vivre ? Vous avez mis de côté vos activités professionnelles pour vous consacrer à l'écriture de ce 3e roman. Est-ce qu'on peut en vivre ? Alors, vivre de l'écriture, on le peut. Mais c'est compliqué. Maintenant, qu'avec la Suisse romande, c'est impossible. Il faudrait que ça marche encore plus, je dirais, dans d'autres pays, qu'il y ait des traductions. Le marché roman étant petit, il ne suffit pas, en tout cas, de vivre simplement des droits d'auteur. Le fait d'avoir arrêté de travailler l'année dernière était plutôt un choix, de dire je prends une année sabbatique,
pour pouvoir poursuivre cette aventure, pour pouvoir prendre le temps d'écrire ce troisième livre sur place, à Gotland. Et puis ensuite, tout est ouvert, on verra. Alors, on va s'intéresser à Grillon, le cadre de vos deux premiers romans. Alors, Grillon, petit village, 1300 habitants, à proximité, le Grand Muvron ou encore le massif des Diablerets. Hugo Cousineau s'est rendu sur place. On va regarder son reportage. Du peintre Audeleur au romancier Ramu, Grillon est un village bien inspirant pour les artistes. Sa laiterie, son église, le café Pomme ou encore sa fontaine ont aussi tapé dans l'œil de l'écrivain Mark Woltenhauer pour mettre en scène l'un de ses best-sellers. Le premier roman, Le Dragon du Muvron, a eu un fort succès. Et tout de suite, les gens ont commencé à parler de Grillon. Les gens sont venus à Grillon voir ce que c'était. Et nous, on a créé une balade guidée qui a lieu tout l'été, chaque semaine, où des gens montent depuis la plaine, viennent depuis toute la Romandie pour découvrir ces lieux dits, pour que l'imagination puisse se matérialiser. L'imagination, Mark Woltenhauer n'en a besoin que pour son intrigue, tant les lieux qu'il décrit dans Le Dragon du Muvron ressemblent au réel. Les similitudes sont telles que les curieux de passage pensent que les personnages secondaires du roman existent vraiment. Le compagnon de l'auteur est un garçon du village qui est né ici, toute sa famille est d'ici, donc évidemment il avait de très très bonnes sources pour pouvoir écrire un roman avec comme lieu Grillon. C'est vrai qu'il y a des gens qui appelaient le boucher par le prénom que Marc avait donné dans le livre, alors qu'en fait c'était pas du tout le prénom du boucher. Donc c'est pas juste une histoire qui a été écrite à Grillon, c'est une histoire qui a aussi été écrite pour les gens d'ici. Il avança dans la travée. Son regard fut attiré par le vitrail dans le cœur du temple. Jésus avec une aura à laquelle s'ajoutaient des rayons de lumière qui illuminaient son visage. Vous voyez que le livre décrit vraiment les choses comme on les trouve dans la vérité. Les habitants de Grillon, qu'on appelle aussi les Tachis, savent accueillir les artistes qui parlent d'eux et de leur village d'un petit millier d'âmes dans lequel tout le monde semble pouvoir s'intégrer. Je pense que c'est un lieu où tout le monde est le bienvenu, et ça je peux le dire parce que je ne suis pas née ici. Et c'est vrai que c'est un village où on peut s'intégrer en venant d'ailleurs. C'est un village de montagne certainement, les gens sont fiers de leurs origines, mais en venant de l'extérieur, on peut y vivre, on peut surtout bien y vivre. Et je pense que c'est ce que doit vivre Marc aussi. Il vient d'ailleurs, il vient d'une grande ville. Et il doit se sentir aussi bienvenu que je me suis sentie moi et que doivent se sentir toutes ces personnes qui viennent vivre à Grillon. Si l'Aigle de Sang, dernier roman en date de Mark Woltenhauer, ne se déroule pas à Grillon mais en Suède, pays d'origine de sa mère, il y a fort à parier que les Grillonnais continueront de suivre les aventures de l'inspecteur Andreas Auer, même à l'autre bout du monde. Alors Mark Woltenhauer, on vient spécialement à Grillon pour voir les décors de vos romans, ça vous fait quoi ? Alors, je trouve ça extraordinaire. C'est vrai qu'assez rapidement, après la sortie du Dragon du Muvron, on a commencé à voir des photos sur les réseaux sociaux de gens qui avaient été visiter les lieux. Et pour moi, c'est clair que c'est génial de voir ça, cet enthousiasme, cette envie suscitée d'aller voir sur place, de se rendre des lieux. Et très vite ensuite, avec l'Office du tourisme qui sont venus vers moi, et puis Mireille Chaperon, une guide de Grillon, on a décidé de commencer à faire ces balades. Et puis on en a fait une dizaine, je crois, le printemps l'année dernière. On a fait aussi des sorties en raquettes l'hiver, avec à chaque fois 15 à 20 personnes. Et c'était aussi des moments privilégiés. Passer quelques heures avec les lecteurs qui venaient découvrir ou redécouvrir ces lieux, et puis revivre un peu les intrigues en cheminant à Grillon. On imagine le privilège effectivement pour les lecteurs. Alors les aventures d'autres inspecteurs, elles se passent à Grillon pour les deux premiers, sur l'île de Gotland pour le troisième, l'Aigle de Sang. Elles pourraient se dérouler ailleurs. Vous venez, on le dit dans le reportage, d'une grande ville. Elles pourraient se dérouler en ville. Alors, il y a déjà certains passages en ville dans mes précédents ouvrages. On reconnaît notamment Lausanne et Stockholm, Paris, effectivement, Paris pour le dernier. Pour l'instant, l'inspecteur Auer et son compagnon habitent à Grillon. Et puis,
Il y a un petit indice à la fin de l'aigle de sang qui laisse présager où pourrait se passer la quatrième aventure. On va garder le secret, on ne va rien dire aux téléspectateurs. Yasmina Jacinto-Caron va nous rejoindre dans 2 petites minutes avec la directrice de la librairie Le Baobab. On va parler du polar, version romande. On va élargir notre discussion de l'accueil réservé par le public à ce type de littérature ou encore du marketing qui entoure la sortie d'un livre. Juste avant, ce reportage de Léa Ouzneau, elle s'est rendue dans une autre librairie, Le Crime Parfait. Ça se trouve à B, dans le canton de Vaud. Vous y présentiez, Marc Woltenauer, jeudi dernier, votre dernier ouvrage. Une file d'attente digne des grandes stars. Marc Woltenauer a attiré foule lors du lancement de son 3e polar jeudi dernier à la librairie Le Crime Parfait à B. Un lieu significatif dans la carrière de l'auteur roman. Depuis qu'il a lancé son projet de livre, je le connais et puis on s'aime, voilà, on s'entend bien. Kathleen Malcose a été la première à organiser une séance de dédicace avec Marc Woltenauer à la sortie de son premier livre, Le Dragon du Muvran, en 2016. Et on a eu quelques clients, on a eu peu de monde et c'était vraiment une petite table avec un truc qu'on a déroulé en bois qui était un peu mobile. Enfin, c'était comme on a pu, du mieux qu'on a pu, mais c'était la première dédicace. Absolument, et on avait déjà du très bon vin de la vinicole. 3 ans plus tard, Marc Woltenauer a convaincu le public, mais aussi la maison Slatkin qui édite ses ouvrages. Il m'avait envoyé son premier manuscrit, Le Dragon du Muvran, à l'époque. J'avais pris malheureusement un tout petit peu trop de temps à le lire, ce qui fait que quand je l'avais contacté, il avait déjà signé dans une autre maison. Et puis, je suis resté en contact avec Marc en lui disant que moi j'avais vraiment l'envie de le porter au-delà des frontières helvétiques. Et puis, c'est ce défi-là, je pense qu'il l'a tenté. Et sa conquête du public francophone est lancée. Il sera notamment l'invité des quais du Polar à Lyon fin mars. Mais l'auteur a-t-il une chance d'avoir la même résonance à l'international qu'en Romandie ? Il faut donner envie aux gens de lire. Puis pour ça, le bouquin, il est vraiment bien fait parce qu'il a une couverture qui est très attrayante, je trouve. Et puis, il faut savoir juste donner envie aux gens de prendre le livre. Et là aussi, Marc, il a un gros atout, c'est qu'il est très disponible. C'est qu'il se rend à la rencontre des lecteurs, c'est qu'il fait les salons littéraires. Et ça, je pense que ça va être aussi un atout pour lui ouvrir les portes d'un public très exigeant qu'est le public français. En attendant, le public roman semble déjà acquis à sa nouvelle cause. Yasmina Jacinto-Caron, bonsoir, bienvenue sur ce plateau. Ce type de soirée de vernissage, vous en organisez également, avec le même succès? Je pense pas qu'on a autant de succès. Il y a du monde, hein. Oui, il y avait du monde, ouais. Mais c'est génial. C'est génial. Oui, mais moi je pense que c'est important et je trouve que ce que Marc fait par rapport à ses livres, c'est ce que nous aussi, en parallèle, on devrait faire, c'est mettre en lumière et les rendre vivants. Et cet ancrage régional avec la collaboration de Grillon et du village entier, les sorties raquettes organisées, c'est extraordinaire parce que les gens sont beaucoup plus friands ensuite d'aller découvrir et la personne et les écrits. Alors, je voulais poser la question plus tard, mais je la pose maintenant. Est-ce qu'il vous pique votre boulot de libraire en assurant de telle façon ce service après-vente? Vous n'avez pas de joker, hein, il faut répondre. Franchement, non, je ne crois pas. Je crois pas. Je pense qu'on est les maillons d'une chaîne. Et puis Marc a vraiment... je pense que... alors, je n'engage que moi, mais je pense qu'il est un des premiers à vraiment être le premier vendeur de son livre. À pas attendre des sollicitations de salons ou de librairies, mais où il arrive à créer cet émotionnel avec une proximité et où les gens savent avant les libraires des fois, que le livre va arriver. Marc Woltenauer, dès le premier, vous avez joué ce jeu-là, vous étiez fait pour ce jeu-là, ou des fois on peut peut-être forcer un peu sa nature pour aller au-devant du public, au-devant des gens, des futurs lecteurs? Non, je pense que ça fait plutôt partie de ma nature et aussi de mes expériences autres, professionnelles auparavant, où j'ai à la fois été amené aussi à parler, à rencontrer du monde, mais aussi à gérer des projets. Et du coup, je me souviens aussi, quand mon premier livre est sorti, c'est mon compagnon qui a aussi fait du marketing qui m'a dit « Bon, maintenant que ton livre est dehors, il faut le vendre ».
Voilà, je pense que c'est quelque chose de naturel pour moi de vouloir rencontrer le public, de le faire connaître, d'aller justement aussi dans plein d'endroits pour rencontrer du monde. Et pour répondre aussi à la question sur le travail des libraires, je pense que c'est vraiment un travail complémentaire. Et moi, je suis très heureux de voir l'accueil qui est fait quand on organise des événements dans des librairies. Et chaque libraire a vraiment aussi autour de lui un réseau de clients. Et c'est très important qu'ils parlent de livres parce que c'est eux qui sont en contact d'abord avec les lecteurs. J'ai un tout petit exemple qui date d'avant-hier où j'ai été faire une dédicace dans un kiosque dans le petit village de Lille, le kiosque du château. Donc c'est pas une librairie. Il y a eu presque 100 personnes qui sont passées durant l'après-midi. Et pourtant, ce n'est pas une grande chaîne de librairies. Et tout ça simplement parce qu'il y a ce contact privilégié aussi que les libraires entretiennent avec leur clientèle. Et puis aussi une grande motivation à organiser ce genre de rencontres. Il y aura une dédicace, on en parlera à la fin, on donnera la date au mois de juin, au Baobab. Le livre est sorti jeudi dernier, mise en vente 9h dans votre librairie. 9h05, premier achat, c'est juste ? Oui. Premier achat et c'est intéressant parce que je n'ai pas pu m'empêcher de demander « Ah, vous étiez au courant qu'il sortait ?» Puis la personne me répond « Je suis amie avec Marc ». J'ai dit « Ah bon, vous le connaissez bien ?» Et puis voilà, c'est ce réseau aussi facilité par tous les réseaux sociaux qui existent. Ce réseau-là, les gens sont en attente. Et puis, quand ils vont mettre un commentaire, quand ils vont amener un commentaire, quand ils vont donner une appréciation, Marc, il est là pour répondre. Et ça crée ce lien-là. Donc on devient amis de l'écrivain et logiquement, on va le suivre. Ouais. Donc tu as plein d'amis. Les réseaux sociaux ont changé la donne. Vous répondez à tout le monde ? Dans la mesure du possible, je le fais le plus vite possible. Là, ces derniers jours, il y a eu pas mal de messages, donc j'ai peut-être eu un peu de retard dans mes réponses, mais je le fais très volontiers parce que j'estime que si quelqu'un prend le temps de m'écrire pour me donner son avis sur la lecture qu'il a faite, sur mes livres, déjà pour moi c'est très touchant. C'est important d'avoir des retours qui soient positifs ou parfois critiques aussi. Pour moi, les deux sont importants, et ça me permet d'avoir un retour sur ce que j'ai fait. Donc... Les retours négatifs, c'est fréquent ? Non, c'est pas très fréquent. Après, c'est des fois sur des détails ou des ressentis. D'ailleurs, ces derniers jours, maintenant, comme il y a un troisième livre, les gens commencent à me dire « Ah, j'ai préféré le Dragon du Muvran ou j'ai préféré Qui as-tu dit ?» Et moi, ça m'intéresse beaucoup. Donc, du coup, je pose la question, je leur demande de préciser leurs pensées en disant « Mais qu'est-ce que vous avez mieux aimé là ?» ou « Qu'est-ce que vous avez moins aimé dans l'autre ?» Donc ça, je trouve très intéressant aussi. Vous en avez commandé une trentaine, ils vont tous partir assez vite. Peut-être sont-ils déjà tous partis ? Pas encore. Celui-là, pas encore, mais oui, ils vont partir, bien sûr. Et puis, il y aura des réassorts à faire, ça c'est sûr. Alors, l'écriture, la vente, et puis au début, si on rembobine le fil des aventures de notre inspecteur 2015, le Dragon du Muvran, il faut trouver une maison d'édition. On entend Ivan Slatkin dans le reportage nous dire « Ouh, j'ai pris trop de temps pour lire le manuscrit. Finalement, il m'a passé sous le nez. » Ça a été facile de trouver une maison d'édition ? Plaisir de lire, hein, plaisir de le lire, premier, oui. C'est juste. Pour moi, ça s'est fait assez rapidement. J'avais envoyé mon manuscrit à 4 ou 5 maisons d'édition en Suisse. Sur le principe, j'en avais envoyé une en France, avec un message de retour qui disait qu'ils recevaient plus de 500 manuscrits par mois, et que si dans 3 mois, je n'avais pas de réponse, c'est que ça ne les intéressait pas. Et en Suisse, en fait, j'ai eu une réponse très rapidement de Plaisir de lire, qui est une maison d'édition sous forme associative qui existe depuis presque 100 ans à Lausanne. Et en fait, ils publient principalement des auteurs suisses. Et comme mon récit se passait en Suisse, ils ont été tout de suite intéressés. Et en plus de ça, ils n'avaient pas encore de polar pour l'année en cours. Donc du coup, ça s'est fait très rapidement. Alors le premier, Plaisir de lire, 50 000 exemplaires vendus, ça c'est un véritable succès, un phénomène de librairie à l'échelle de la Suisse, on peut le dire. Clairement. Plus qu'un succès. Ça se vend à combien un livre lambda d'un auteur suisse ou d'un auteur roman ? À quelques centaines, voire quelques milliers d'exemplaires ? Alors celui qui passe le millier, chapeau déjà. C'est un chapeau. Ouais, il y en a un qui l'a fait. Il y en a un qui l'a fait dans un autre registre. C'était Michel Simonet aux éditions Fin de siècle, le fameux balayeur de rue fribourgeois. Un témoignage. Hein. Voilà. Plutôt un livre poésie. Ouais. Mais oui, c'est un vrai succès, bien sûr. Ouais.
comment vous expliquez, vous, ce succès? Vous me disiez, parce que les gens, les lecteurs, ceux qui lisent beaucoup, ont fait le tour de cette littérature dont on a parlé avant. Hein. Alors le polar, c'est scandinave, c'est américain, ça peut être également français. Ils ont besoin maintenant de proximité, de connaître, de pouvoir toucher les lieux. C'est comme ça qu'on peut l'expliquer, ce succès. Au-delà de la qualité de l'écrivain, de son écriture. Alors, je pense que c'est très difficile d'avoir la solution, la formule magique qui fait qu'un livre fonctionne ou pas. Le polar, il y a beaucoup de concurrence dans le polar. Beaucoup. Moi, je vois dans ma clientèle, il y a ceux qui adorent le scandinave, ceux qui adorent l'américain. Il commence à avoir une petite tendance aussi avec le polar italien. Voilà. Et Rocco Schiavone, l'inspecteur Rocco Schiavone, que je recommande également. Excellent. Mais au-delà de ça, je pense que c'est... alors peut-être qu'il y a un besoin d'ancrage régional, peut-être. Et puis tant mieux si c'est le cas. C'est difficile, franchement, c'est vraiment difficile à dire. Après, je pense que c'est aussi notre rôle à nous, là, ça c'est notre rôle et c'est pas celui de l'écrivain, de donner la main au lecteur et d'aller l'amener vers d'autres choses, en sentant un petit peu la tendance, les intrigues qu'ils ont envie d'avoir ou pas. Et puis, moi, ça m'arrive assez régulièrement de dire, et si vous essayez du suisse? Et puis, les gens, premier réflexe des gens, c'est de se dire quoi? Du polar suisse, on n'associe pas forcément les deux mots. Non, on n'associe pas forcément les deux mots, mais disons que Marc, il a son troisième polar, gentiment, ça rentre dans les mœurs. Et puis, c'est une façon aussi intéressante. On a souvent pris le polar comme un troisième genre, comme une littérature de deuxième zone, si je peux le dire. Et moi, je trouve intéressant de l'amener, parce que clairement, c'est pas une littérature de deuxième zone. Et c'est un univers tellement énorme, qu'en plus il y a un ancrage régional, ça donne une dimension très intéressante au lecteur. Est-ce qu'on peut dire aujourd'hui que c'est le genre, le polar, qui se vend le mieux en librairie? Est-ce qu'on peut aller jusque-là? On va aller jusque-là, je pense. Oui, il se vend vraiment bien. Il se vend très bien, oui. Alors, deux questions pour vous. Est-ce que cette explication vous satisfait et également besoin justement de proximité à pouvoir faire le tour d'autres polars, d'autres maîtres du polar, d'avoir plus de proximité dans nos lectures? Moi, j'ai eu le sentiment, en tout cas, avec tous les retours que j'ai eus des lecteurs, qu'un des éléments qui a accroché ou intéressé en tout premier les gens, c'était le fait que ça se passe en Suisse, le fait que ça se passe dans les Alpes vaudoises. D'ailleurs, en faisant le tour de toute la Suisse romande, je me suis rendu compte à quel point en fait cet endroit était connu par plein de gens un peu partout, parce que les gens y allaient pour des vacances, parce que les gens y ont un chalet, ils vont y skier, ils y ont fait des camps ou des colonies en étant enfants. Donc je pense qu'il y a eu vraiment cette curiosité aussi à voir le livre avec le titre Le Muvron. Tout le monde connaît le Muvron. Donc il y a eu d'abord cet attrait-là. Et de se dire, voilà, j'ai peut-être lu plein de polars qui se passent ailleurs, pourquoi pas tester un polar qui se passe chez nous. Et aussi, les gens disaient, mais c'est génial de pouvoir, une fois connaître les lieux et de s'identifier. Quand on lit un polar en scandinave, on a peut-être été les voir sur place, mais des fois on ne connaît pas du tout, donc c'est l'imagination qui fonctionne. Et puis là, il y a une sorte d'association entre ce qu'on peut s'imaginer, les lieux qu'on connaît. Et ça a été quelque chose d'important, en tout cas, je pense, au démarrage. Ce qui m'a aussi pas mal marqué par la suite, c'est le fait qu'à un moment donné, les gens ont de moins en moins parlé des lieux, mais de plus en plus des personnages. Et ça, c'était aussi, pour moi, quelque chose d'assez sympa. Quand on se lance dans l'écriture, vous nous avez expliqué avant comment c'est venu, est-ce qu'on se dit, on choisit aussi le polar parce qu'on sait que ça va se vendre? C'est aussi un argument, ça? Pour moi, ça fait sens. Pour moi, c'était pas un choix. Parce que je suis fan de tout ce qui est polar, de séries policières, de films policiers depuis, depuis que je suis enfant. Je regardais Derrick avec ma mère à la télé il y a quelques années en arrière. Et puis l'idée d'écrire est venue avec l'idée d'écrire un polar, une histoire, un roman policier à Grillon. Donc c'était pas un choix, c'est vraiment une envie, quelque chose qui est venu comme ça. Moi,
je pense vraiment que faire le choix du polar, c'est pas forcément la solution la plus facile. Parce qu'il y a tellement de concurrence que justement, alors c'est un challenge génial. Ouais. Parce on pardonnera, je pense, moins au polar qu'à un autre genre de littérature. Au niveau de la trame, au niveau de l'écriture, etc. Je pense que le lecteur de polar, il a quand même une certaine exigence. Ouais. On arrive gentiment au bout de ce journal, 18h34, ça fait déjà 34 minutes qu'on parle, journal très intéressant. Un mot sur les éditions. Slatkin, on pourrait vous voir éditer dans d'autres maisons d'édition, de grandes maisons d'édition françaises par exemple. Alors c'est le cas par exemple déjà pour le livre de poche, puisque les 2 premiers sont maintenant édités par les éditions Pocket. Au-delà du livre de poche. Au-delà du livre de pour poche. Ces grands formats, là, ouais. Alors moi, je me sens parfaitement bien chez Slatkin et compagnie pour plusieurs raisons. La première, c'est qu'il y a un lien avec la Suisse. Slatkin et compagnie est une maison d'édition parisienne, mais qui appartient à Slatkin à Genève, qui a été créée il y a maintenant 3 ans. Ils font un travail extraordinaire en France, ils commencent aussi à se faire connaître. Et j'ai l'impression, le sentiment aussi, avec eux, de participer à une aventure, non seulement avec mes livres, mais aussi avec cette maison d'édition. Et je pense qu'on a encore quelques belles années à vivre ensemble. La maison d'édition, c'est important, le choix de la maison d'édition, ne pas se tromper. Oui, où la qualité va se retrouver, quelle que soit finalement la maison d'édition. Non, je ne pense pas forcément. Je ne pense pas forcément, mais le choix, il est important. Surtout en ayant déjà écrit 1 ou 2 romans, on a un lectorat qui est derrière. Donc il faut. Et puis après, j'imagine qu'il y a aussi une ambition d'essayer de transpirer un peu dans d'autres régions. Et c'est peut-être là aussi que ça peut être parfois plus difficile, parce que la représentation, moi je reçois des représentants qui me présentent le programme, mais ce n'est pas forcément le cas en France, par exemple. Donc c'est important d'être présent. Par exemple aussi, pour ma première maison d'édition, Plaisir de lire, c'était aussi une aventure extraordinaire et je leur suis infiniment reconnaissant de m'avoir donné cette opportunité d'éditer mon livre. La transition qui s'est faite avec Slatkin était due principalement au fait que Plaisir de lire ne pouvait pas distribuer hors des frontières suisses. Et Slatkin et compagnie à Paris a justement donné cette possibilité d'aller sur tout le marché francophone et aussi ensuite de le proposer notamment pour le livre de poche. Donc c'était justement pour pouvoir aller de l'avant.